Ok, eh ben merci à toutes et à tous de nous rejoindre si nombreux et nombreuses. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, que vous trouvez des stratégies pour survivre à cette canicule. Euh, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Stoll, déléguée générale de Commerce Équitable France. Donc ce webinaire est ouvert avant tout à nos adhérents et adhérentes, donc ceux-là me connaissent, mais on a effectivement ouvert cette présentation des données économiques du commerce équitable à d'autres partenaires. Et ben donc je vais démarrer. Je vais vous présenter avant tout la méthodologie, et puis ensuite c'est Julie Maison-Haute, notre déléguée générale adjointe, qui pilote cet observatoire, qui vous en présentera les résultats. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On prendra un petit moment après la présentation pour répondre à vos questions, si nous avons les réponses, ce qui est parfois le cas et parfois pas le cas. Alors, cet observatoire du commerce équitable 2025, il est présenté donc par le collectif Commerce Équitable France. Nous sommes le collectif des acteurs français de commerce équitable, multi-acteurs. On rassemble les labels du secteur qui sont un peu la colonne vertébrale de la garantie du commerce équitable. On rassemble des entreprises très engagées, des réseaux de distribution également comme Biocoop ou Artisans du Monde, et puis ce qu'on appelle les acteurs de l'écosystème qui permettent au commerce équitable de se développer et à ses impacts de se développer, avec des ONG comme Agronomes Vétérinaires Sans Frontières, des organisations de finances solidaires comme la CIDI, et puis des mouvements d'éducation populaire qui vont à la rencontre des citoyens pour leur parler de commerce équitable. Et ils sortent de la quinzaine du commerce équitable. Ils ont mené plus de 1000 actions dans toute la France de sensibilisation du public. Et donc, chaque année, on opère cet observatoire statistique pour vous présenter l'état des lieux de la consommation équitable en France. Je vous donne quelques éléments de méthodo. D'abord, vous redire ce qu'est le commerce équitable. Il y a plusieurs manières de le définir. Il y a une charte internationale qui a été écrite et validée par les grandes fédérations du secteur. Et puis, il y a une déclinaison dans la loi française autour de 7 éléments structurants. La loi française du commerce équitable, évidemment, s'inscrit dans ce mouvement international. Elle réitère que le commerce équitable a un objectif de progrès économique et social des travailleurs les plus fragiles, ceux qui sont en situation de désavantage économique. Et pour pouvoir réaliser ce progrès social et économique des producteurs et des travailleurs, il y a 7 conditions qui doivent être mises en œuvre dans les filières qui se revendiquent comme étant du commerce équitable. Le premier critère, le critère phare du commerce équitable, c'est celui de payer à ses producteurs et à ses travailleurs un prix rémunérateur qui permette un revenu décent et qui est basé sur l'analyse des coûts de production et des coûts de production durables des matières premières qui sont à l'origine donc des produits de commerce équitable. Le deuxième critère, c'est celui d'un partenariat sur la durée. La loi française nous parle de contrats d'au moins 3 ans. Le troisième critère, c'est celui du versement par l'acheteur auprès des producteurs d'un montant supplémentaire qui vient abonder un fonds de développement pour financer les projets et les dynamiques collectives. Le quatrième critère, c'est celui pour les bénéficiaires du commerce équitable qui doivent s'organiser collectivement dans des organisations avec une gouvernance démocratique. Le cinquième critère, ils ne sont pas tous dans l'ordre, pardon, c'est celui de la transparence et de la traçabilité des filières. Et donc, les labels sont évidemment là pour permettre de garantir ce critère-là, et tous les autres d'ailleurs. Le sixième critère, c'est celui de la sensibilisation des consommateurs à des modes de production socialement et écologiquement durables. Et le septième critère, il est arrivé dans le cadre de la loi climat et résilience. Le commerce équitable doit permettre de valoriser des modes de production et d'exploitation qui sont respectueux de l'environnement, de la biodiversité, tels que l'agroécologie. Donc, quand on parle de commerce équitable, on parle de ça. Et le périmètre sur lequel on s'appuie, c'est le périmètre des produits de commerce équitable qui sont labellisés,
Je rappelle que depuis la loi climat et résilience, cette labellisation est devenue également obligatoire pour s'assurer que l'ensemble de ces critères sont bien réalisés par les opérateurs des filières. Pourquoi les labels? Les labels ont des référentiels. Dans chacun des référentiels des labels de commerce équitable se déclinent ces principes de la loi, mais de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus détaillée. Les labels organisent un système de contrôle. Ils mettent en œuvre des audits indépendants pour aller vérifier la conformité des pratiques avec les engagements du référentiel. Ils sont repérables par les consommateurs à travers un logo et ils sont ouverts sans discrimination à une diversité d'entreprises. Ce critère, il est important parce que c'est ce qui distingue un label d'une charte interne d'une entreprise, fût-elle contrôlée par des auditeurs. Un label, c'est une marque qui est collective. Donc, pour cet observatoire, les labels que nous avons consultés pour construire les données économiques sont les labels que nous considérons comme étant conformes à la loi et qui sont au nombre de 8. On a d'une part des labels qui permettent de garantir des produits de manière universelle, c'est-à-dire quelle que soit leur origine. C'est ce qu'on appelle les labels Nord-Sud et Origine France. Et donc, on l'a, je sais pas, c'est pas un ordre alphabétique, c'est un ordre esthétique. On a le label Fair for Life qui est porté par EcoCert. On a le label de l'ATES pour le tourisme équitable et solidaire. On a le label de la World Fair Trade Organization. On a le label Biopartenaire et on a le bien connu label Fairtrade Max Havelaar. Ça, ce sont des labels qui garantissent des produits et des filières internationales et made in France. On a le label SPP qui, lui, le symbole des producteurs paysans, qui est un label qui a été construit par des producteurs d'Amérique latine et qui désormais s'applique aussi à des filières africaines et asiatiques et qui ne labellise que des produits dont l'origine vient des pays du Sud. Et nous avons deux labels qui ne labellisent que des produits origine France. Ce sont les labels Agriéthique France et le label Bio-Équitable en France. Et donc, ce sont bien les ventes des produits labellisés par l'un de ces 8 labels qui sont comptabilisés dans cet observatoire statistique. Il peut exister d'autres labels qui seraient conformes à la loi, mais il faut qu'ils représentent au moins 0,5% du marché alimentaire équitable pour pouvoir rentrer dans cet observatoire pour des questions de coût d'investissement et de signification des données. Et donc, on a les principales données qui vont vous être présentées, ce sont la donnée de la catégorie produits de commerce équitable. Historiquement, c'est ce qu'on appelle le All That Can Be. Ce sont des produits qui sont composés avec un maximum d'ingrédients du commerce équitable, c'est-à-dire tout ce qui peut être en commerce équitable doit l'être. Si c'est du café, c'est 100% évidemment. Quand on est sur des produits composés, il peut exister un certain nombre d'ingrédients qui n'existent pas en commerce équitable, mais tout ce qui peut être en commerce équitable doit l'être. Il y a une seconde catégorie dont on présente également les données, mais qui ne sont pas additionnées à la catégorie produits, c'est la catégorie ingrédients du commerce équitable. Différents labels ont des produits qui sont dans cette catégorie. Nous ne comptabilisons que ceux qui ont au moins 20% d'ingrédients équitables dans leur recette, donc entre 20 et 50%. Quand on est au-delà des 50%, on passe dans la catégorie produits. Et donc, à ce jour, il n'y a que le label Fairtrade Max Havelaar qui rentre dans cette section-là, et nous n'additionnons pas les deux types de catégories. Voilà un petit peu pour les éléments de méthodologie, quelques grands repères. Donc, on a 8 labels sur le marché français, je vous l'ai dit. Ça touche à peu près 600 marques qui sont détentrices d'un label de commerce équitable et qui mettent sur le marché à peu près 13 500 références produits, essentiellement dans l'alimentaire, mais ça, vous allez le voir tout à l'heure. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vais passer la parole à Julie Maison-Haute. Peut-être, Julie, tu préfères passer je vais prendre le toi-même les partage slides, d'écran. c'est plus confortable, donc j'arrête le partage et je te laisse la main. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et donc, moi, je vais rentrer dans le vif du sujet. Hop.
pour vous donner les résultats. Donc, qu'est-ce que donne ce marché de vente de commerce équitable en 2025? Donc, vous l'avez peut-être déjà vu hein, dans les articles qui sont sortis dans la presse depuis hier. En 2025, pour la première fois, les ventes de commerce équitable en France dépassent les 3 milliards d'euros, donc exactement à 3,27 milliards d'euros, ce qui constitue une croissance de 23% entre 2024 et 2025. Donc, c'est quand même une très belle dynamique de croissance. On regarde toujours pour se comparer un petit peu dans le contexte général. Donc, sur la période, on voit des chiffres qui nous parlent d'un marché des produits alimentaires relativement atone en France, hein. Donc là, on a trouvé des chiffres de Nielsen qui nous parle d'une progression de 1,8% sur l'année 2025. Et si on veut aussi regarder l'effet prix, hein, puisqu'effectivement, là, on est sur une évolution du marché en valeur, donc on va combiner un effet augmentation des volumes et combiner un effet augmentation des prix. Donc là aussi, on a regardé les données de l'INSEE, pour le coup, sur l'augmentation des prix alimentaires moyens sur cette année 2025. Elle a été de plus 1,2%. Donc on revient, j'allais dire, en 2025 dans une période avec une inflation des prix qui est modeste. Donc voilà, on voit que sur la performance du commerce équitable, on est bien au-delà de l'effet prix. Peut-être vous dire aussi qu'on l'a regardé de manière un peu plus spécifique sur certains produits où on sait qu'il y a eu des prix encore en augmentation relativement importante, comme le café, le cacao sur 2025. Donc là, on a des augmentations de prix qui sont à plus de 10%, 10-15%, mais on est encore sur des augmentations en commerce équitable au-delà. Donc, on a bien un effet d'augmentation des volumes qui est clair cette année. Donc, ce qui est intéressant aussi de regarder, donc vous savez qu'on regarde toujours historiquement en fait hein, les produits qui sont majoritairement des produits tropicaux hein, issus de filières internationales qui sont plutôt les produits historiques du commerce équitable. Et donc depuis 10 ans, maintenant depuis 2014, hein, plus 11 ans, on comptabilise aussi les produits Origine France, donc venant de filières agricoles françaises. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux origines ou ces deux segments sont tous les deux en croissance. Sur les filières internationales, on a une croissance de 21%. Et donc, ce qui nous amène à des ventes sur ce segment de 1,63 milliard d'euros. Et sur les filières françaises, donc on a une croissance de 26%. Et qui nous amène à un montant de 1,64 milliard d'euros. Donc, vous voyez qu'on est 50-50 quasiment. Alors, c'est la première année que les produits français dépassent d'une courte tête hein, les ventes de produits internationaux. Donc, c'est une bascule un petit peu historique, on va dire, pour le secteur, mais qui est un petit peu normale, puisque j'allais dire, à partir du moment où le commerce équitable peut s'appliquer, quels que soient les territoires, les origines, et principalement sur l'alimentation, comme on va le redire, l'assiette des Français et des Françaises est quand même constituée beaucoup plus de produits venant de France que de produits qui viennent de loin. Et quelque part, c'est tant mieux. Cette dynamique va sans doute s'accentuer. On aura certainement dans les années à venir une part plus importante pour les produits français par rapport aux produits internationaux. Mais il y a encore des choses à faire des deux côtés. Donc, on est content qu'il y ait de la croissance des deux côtés parce que la question, évidemment, de l'impact pour les producteurs du Sud est absolument essentielle et majeure. Et des produits comme le café ou le chocolat ou les bananes ou le thé font aussi partie de notre quotidien de consommation. Si on regarde un peu plus en arrière, on voit effectivement que les ventes de commerce équitable sont sur des dynamiques de croissance depuis de nombreuses années. On voit effectivement que cette croissance a été beaucoup plus modeste autour des années 2020, dans les périodes où on a connu une inflation globalement des prix et une mise sous tension, on va dire, du pouvoir d'achat. Mais que là, depuis l'année dernière, on est reparti sur des dynamiques de croissance importantes. Et donc, on estime qu'on a fait x6 à peu près sur les ventes de commerce équitable en 11 ans. Donc, depuis 2014, hein, qui est un peu l'année qu'on utilise en termes de référence, puisque c'est l'année à partir de laquelle on a comptabilisé aussi les filières Origine France, puisqu'elles étaient rendues possibles par la définition du commerce équitable dans la loi. Et donc, on est sur un périmètre constant depuis 2014.
Alors, si on regarde un petit peu ce que ça signifie en termes d'impact social et pour quantifier, et notamment vis-à-vis des bénéficiaires du commerce équitable, les travailleurs, les travailleuses, et notamment agricoles, et les agriculteurs, les agricultrices. Donc, à l'échelle mondiale, hein, ce sont des estimations, mais on peut estimer que le commerce équitable et la participation, j'allais dire, du marché français, hein, aux dynamiques de commerce équitable touchent à peu près 2700 organisations de production dans le monde. C'est près de 3 millions de familles donc en Amérique latine, en Afrique, en Asie, et environ 15 millions de personnes qui sont bénéficiaires des relations de commerce équitable et notamment des prix meilleurs en commerce équitable. Si on fait un focus sur la France, hein, voilà, qu'on arrive à connaître d'un peu plus près, j'allais dire, donc on recense aujourd'hui 120 groupements agricoles en France, donc qui bénéficient de relations commerciales de commerce équitable. Donc ce sont, voilà, il y a différents statuts, hein, des coopératives agricoles ou d'autres, des GIE, différents statuts des associations. Donc on voit sur la carte que ces groupements sont présents sur différents territoires français. Et vous pouvez apercevoir voilà, un peu les filières concernées, donc céréales, fruits et légumes, produits laitiers de l'élevage, un peu de vin, un peu de miel, des plantes aromatiques, voilà, une diversité assez importante. Et donc on estime environ à 13 000 agriculteurs, agricultrices, donc membres de ces groupements qui bénéficient effectivement, in fine, des relations de commerce équitable. Alors, peut-être ça nous amène à parler des familles de produits qu'on va retrouver au sein des ventes de commerce équitable. Alors, peut-être donc vous dire d'abord, on l'a déjà un petit peu dit, mais que les ventes de commerce équitable sont très essentiellement des produits alimentaires, donc 98%. Euh, c'est vraiment la partie la plus importante. Et sur les un peu plus de 2% restants, qu'est-ce qu'on va trouver? Va trouver sur ces 2% des produits de cosmétiques et d'hygiène, hein, qui valorisent aussi des produits agricoles, hein, finalement. Donc pour 30% de ces 2%. Ensuite, des produits textiles qui vont là aussi valoriser par exemple du coton qui a été acheté aux conditions du commerce équitable, mais aussi avec des critères sur les étapes de confection des produits textiles, hein, des critères socio-environnementaux. Les fleurs coupées pour 20% de ces 2%. Et puis, donc des huiles essentielles et des compléments alimentaires, 13%. Et puis ensuite, d'autres types de produits qui ne vont, pour le coup, pas valoriser des produits agricoles. Donc, notamment le tourisme, donc avec une offre de voyage à l'international et depuis quelques années également en France, voilà, qui vont viser du coup à aller à la rencontre des populations locales et à générer, j'allais dire, une valeur ajoutée et des revenus qui restent localement dans les pays et dans les communautés. Euh, et puis l'artisanat qui est une petite part des ventes, mais qui reste un secteur extrêmement important là aussi pour les impacts. Et donc vous allez retrouver par exemple dans le réseau Artisans du Monde de nombreux produits de décoration ou de bijouterie qui sont voilà, travaillés en partenariat avec des associations d'artisans ou des entreprises sociales dans différents pays du Sud. Et donc la question de l'impact est effectivement absolument majeur pour ces filières. En termes de nombre de références, Julie a donné ce chiffre tout à l'heure, on a autour de 13 500 références aujourd'hui de produits. Alors, ce montant est tout produit confondu, donc alimentaire, mais également les autres produits, mais on a vu qu'ils sont plutôt minoritaires. Donc, on voit un petit resserrement, effectivement, des gammes entre 2024 et 2025. Donc, des gammes un peu plus courtes et sans doute avec des références plus performantes. Et sur des nouveaux entrants, et notamment sur la partie Origine France, hein, qui est plus récente, hein, pour une partie des entreprises qui viennent sur ce marché du commerce équitable, on voit parfois des nouveaux entrants, donc avec des gammes plus resserrées, mais assez performantes en termes de volume et de valeur de vente. Euh, alors, si on regarde ce que ça donne en termes de produits finis, donc là, tout rayon confondu, toutes origines confondues et tout circuit de distribution confondu. Les produits les plus vendus en commerce équitable sont les céréales, légumineuses et épiceries salées. Donc là-dedans, on va retrouver des pâtes, du riz, des lentilles, des conserves, voilà, une diversité importante. C'est un segment qui augmente. La boulangerie et la viennoiserie, donc là, on va être surtout sur des filières françaises.
Ensuite, à égalité 19,2% avec les boissons chaudes, donc là qui sont des produits, j'allais dire, traditionnels, hein, des segments très investis par le commerce équitable, donc le café, le thé notamment. On va retrouver ensuite des produits d'épicerie sucrée pour 16,3%, donc du sucre lui-même, hein, du sucre de canne, et puis différents produits transformés qui contiennent notamment du sucre. Ensuite, les fruits et légumes frais pour 9%. Donc, on va retrouver à la fois des fruits exotiques, la banane évidemment, mais également ananas, mangue, et puis des produits, des fruits et légumes frais français également. Les produits laitiers pour 6,8%, qui est devenu aussi une gamme importante. Donc, il va valoriser une production laitière française. Toujours dans les produits frais, des viandes et des œufs pour 4,1%. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que voilà, historiquement, le commerce équitable était très présent sur des produits d'épicerie. Et on voit qu'avec le développement des filières françaises, les segments de produits frais, donc produits laitiers, viande, œufs, fruits et légumes, deviennent aussi extrêmement importants sur le secteur du commerce équitable. Si on fait un focus sur les filières internationales et en allant un peu plus dans le détail sur les types de produits, sans surprise, le café reste le produit phare en commerce équitable avec 34% des ventes de commerce équitable qui sont dédiées au café, donc avec plus de 500 millions d'euros. Ensuite, le chocolat, 342 millions d'euros aussi, qui est un produit très important. Et la banane, donc c'est un peu notre trio de tête, avec 14,6%, même si voilà, on a voilà, quelques inquiétudes un peu sur la banane, on reste sur des dynamiques intéressantes, mais il y a un peu de guerre des prix sur ce sujet, alors que les enjeux sont importants. Donc, il est important de continuer à référencer et vendre des bananes de commerce équitable. On voit aussi l'épicerie salée, donc cette fois-ci sur la partie internationale, hein, le riz par exemple que j'évoquais, l'épicerie sucrée, le sucre, hein, sucre de canne encore une fois, le thé qui représente 4% des ventes, mais c'est aussi un secteur avec de forts enjeux très importants, 73 millions d'euros. On va retrouver ensuite des boissons, jus, alcool, 3%, les fruits exotiques hors banane pour 1% et quelques produits surgelés avec notamment des gammes de glace. Euh, Ensuite, si on regarde les produits origine France, donc la catégorie boulangerie arrive en tête avec 37 boulangerie viennoiserie, hein, 37%. Ensuite, l'épicerie salée, 26%. La viande et les œufs, hein, qui sont des produits aussi qui sont sur des valeurs unitaires, notamment pour la viande importante. Les produits laitiers, 7,6%. On va retrouver des boissons, donc des jus diverses, même un peu d'alcool, un petit peu de vin, un petit peu de bière, pour 5,7%. L'épicerie sucrée pour 4%, des compotes de fruits par exemple. Des fruits et légumes frais français pour 3,7% et là aussi une petite gamme de produits surgelés pour 2,5%. Alors, si on maintenant a un petit focus sur les lieux de vente et les différents débouchés des produits du commerce équitable. Alors, ce qui est intéressant, donc vous avez à gauche le graphe, le camembert qui présente les différents débouchés où sont vendus les produits de commerce équitable. Donc, ce qui est marquant cette année, c'est que les grandes et moyennes surfaces, GMS en abrégé sur notre graphe, dépassent les 50% de ventes. Donc, historiquement, on était plutôt à moins, on était à 46% l'année dernière. Donc là, voilà, il y a eu un effort peut-être des grandes surfaces ou des marques présentes en grande surface qui ont aussi basculé des gammes en commerce équitable, ce qui fait que l'offre voilà, s'élargit et les ventes aussi. 22% magasins bio, magasins de commerce équitable, donc c'est un segment qui reste extrêmement important hein, pour le commerce équitable, notamment les magasins bio, avec aussi des engagements d'enseignes qui sont importantes. Les artisans commerçants pour 11%, donc là on va retrouver à la fois des boulangers, donc sur le segment qu'on a vu, boulangerie, viennoiserie, aussi des chocolatiers, des artisans chocolatiers, des torréfacteurs. 13% sur la restauration hors domicile, qui comprend à la fois des cafés, hôtels et restaurants privés et la restauration collective, notamment les cantines scolaires, qui est un segment, on va y revenir, voilà, qui représente 13% et qui est important. Et puis un peu de vente en ligne pour 1%, pardon, on ne le voit pas sur le graphe, et quelques autres petits circuits. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les circuits de distribution sont en augmentation, à part voilà, les artisans qui sont voilà,
toutes petites décroissances qui sont stables, on va dire. Mais donc, grande et moyenne surface, augmentation de 33% des ventes. Magasin bio, augmentation de 25% des ventes de commerce équitable. La restauration à domicile, augmentation de 12%. Bon, et la vente en ligne, qui est petite pour l'instant, mais augmente quand même de 85%. Donc ça, c'est intéressant de voir un peu qu'on garde une diversité de lieux de distribution et que chacun, tous sont dans des dynamiques positives. Euh, un petit focus donc sur la question de la restauration hors domicile. On a un petit bug Oui, je crois d'internet que Julie a frisé. dans la Drôme. Ah là là, que se passe-t-il? Je peux éventuellement reprendre la main, sauf qu'il faudrait que je puisse partager mon écran. Comment je peux faire ça? Je pense que tu peux essayer de partager pour voir si ça prend la main sur elle, oui. Eh bien non. Non, ça veut pas? Non. Ah si, Mm. peut-être. Si, peut-être. Oui, c'est ça, la canicule a dû couper son internet, la pauvre Julie. Alors, je vais reprendre la main, moins bien que la grande prêtresse de notre observatoire statistique, mais je vais faire de mon mieux pour vous parler de la restauration collective. Donc, on a dit qu'il est en progression de 12%, ça représente désormais 450 millions d'euros. Dans la consommation en domicile, en fait, la partie la plus importante, c'est la restauration collective publique et notamment liée au développement de la loi Egalim et du développement des achats publics. J'ai l'impression que Julie est revenue, hein. Oui, je suis revenue. Ça a sauté d'un coup. Effectivement, je me suis retrouvée. Ok. Je me disais, Bon, tiens, ça je paraît te laisse calme d'un coup. présenter. On est Bon, aux gammes de produits qui ok, ont très bien. porté le développement de la Restauco. Ok. Bon, désolée si jamais ça ressautait. Pareil, heureusement, nous maîtrisons à plusieurs ces chiffres. Donc voilà, donc effectivement, des produits laitiers très dynamiques sur ce segment, les produits de boulangerie, les compotes de fruits et également des ingrédients internationaux, notamment le chocolat, qui affiche une progression de plus de 50%, mais également le sucre et les épices, hein, qui sont des produits utilisés sur ce segment. Du coup, je te laisse savoir. Un sujet aussi intéressant, c'est de comprendre en quoi le commerce équitable aussi soutient des produits favorables à la transition écologique et notamment le lien entre commerce équitable et agriculture biologique. Donc, si on regarde sur 2025, c'est intéressant. On a regardé sur le segment des produits qui sont labellisés commerce équitable, bien sûr, mais également ayant une labellisation bio sur le produit final. Et on voit que ce segment-là, donc il y a pour nous un sous-segment du segment commerce équitable, est en croissance de 11%. Et donc, c'est une belle performance puisque l'agence bio qui a publié les chiffres de vente de la bio la semaine dernière donne une croissance pour l'ensemble du secteur de la bio de 3,6%. Donc le segment équitable de la bio, on va dire, surperforme cette année. Donc tant mieux. Si on regarde l'ensemble du commerce équitable, effectivement, aujourd'hui en valeur, c'est 50% des ventes de commerce équitable qui se font sur des produits qui ont également une labellisation bio. Donc là, on est en pourcentage de valeur en euros, hein. Si on regarde les différences, donc cette double labellisation est plus marquée dans les filières internationales, on est à 67%, et en France, sur les filières françaises, on est à 32%. Peut-être on a fait un petit focus sur quelques produits parce qu'effectivement la part de bio au sein du commerce équitable est très différente selon les produits. Donc voilà, c'est quand même très marquant. On peut voir par exemple sur le thé équitable, 99%, donc quasiment tout est également labellisé bio.
Sur les bananes équitables également, 85% sont labellisés bio, donc il y a une très forte cohérence entre les deux. Sur les produits laitiers, on est à 74% des produits équitables qui sont également bio, le chocolat 72%, le café 52%, donc on voit sur pas mal de... Et le sucre 38% sur des filières internationales, des pourcentages importants. Sur la boulangerie, on est à moins, on est à 14%. Donc voilà, il y a des situations un petit peu différentes selon les productions, mais peut-être rappeler que même quand on n'est pas en bio, tous les labels de commerce équitable ont effectivement des critères environnementaux et donc il y a aussi un enjeu à accompagner les démarches de progrès agroécologique sur tous les segments, y compris à partir de là où en sont les productions au moment de l'engagement en commerce équitable. Alors, on vous l'a dit au début, donc toutes les informations là qu'on vous a présentées donc, concernent la catégorie produits de commerce équitable. Et donc, on a une deuxième catégorie qui n'est pas additionnée, donc qui se concerne les ingrédients, donc des produits qui ont un seul ingrédient en commerce équitable, mais bien évidemment aux mêmes conditions d'engagement vis-à-vis des producteurs. Et donc, cette année, cette catégorie représente 144 millions d'euros, donc qui sont très principalement des produits du chocolat, en fait, des produits de chocolat où c'est l'ingrédient cacao qui est effectivement labellisé commerce équitable. Et c'est un segment qui est stable entre 2024 et 2025. Là, on est sur les produits qui ont effectivement, on l'a dit, au moins 20% du coût de cet ingrédient cacao, principalement dans les recettes. Voilà, moi je suis au bout des données économiques et encore désolée pour une petite absence d'un moment. On a une première question dans le chat. Est-ce qu'on passe directement aux questions, Julie? Oui, Oui, on peut passer directement aux questions. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai Gérald qui demande s'il y a une explication au recul de la part des produits certifiés biologiques pour les filières internationales qui sont passées de 2024 à 74% à cette année, enfin en 2025, 67%. Est-ce qu'il y a des explications sur ce recul? La principale explication, c'est celle de l'augmentation très importante des produits équitables qui ne sont pas bio. Il faut donc quand même préciser que les produits bio et équitables continuent d'être en forte croissance. Julie, tu peux peut-être remontrer le chiffre. C'était 11%, oui. Donc les produits 11%. bioéquitables au global augmentent de 11%. Alors on n'a pas fait le calcul sur le segment international, mais on pourrait le faire. Mais donc oui, les produits bioéquitables continuent d'augmenter, mais on a effectivement des dynamiques de croissance sur des produits qui ne sont pas en bio qui sont Qui sont plus supérieurs. importantes. Voilà. Vous voyez mon écran ou pas? Non. Oui, on voit l'écran. Ça va, ok, très bien. Avez-vous des données sur la part de l'évolution de l'équitable et bio en GMS? Alors, Julie, je crois que tu as ça quelque part. Oui, mais pas sous la main. Ah bah c'est Arnaud, donc éventuellement on pourra lui donner Ouais, s'il est intéressé par le sujet. Est-ce que les données sont pour le territoire entier de la France ou que pour le territoire européen? Ah, c'est que pour la France. C'est des ventes de produits en France. Des ventes en France. En France, ouais. Les questions auxquelles on ne peut pas vous répondre aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait les calculs, mais nos données nous permettent de répondre à ces questions-là, on les note et on compilera quelques slides complémentaires qu'on mettra en ligne d'ici la fin de la semaine prochaine. Et une question d'Erika aussi. Est-ce qu'il lève la Il y a main? quelqu'un qui précise la question peut-être? Ah, oui, pardon. Ah, pardon. Oui, allez-y. En fait, moi, j'ai posté 2 questions, mais ça passe pas. Ils me disent que mes questions n'ont pas été écrites. Donc, est-ce que je peux vous les dire à l'oral, Oui, s'il vous bien plaît? sûr. La première, c'était sur les organisations productrices. Je demandais, ça rejoint un petit peu la question qui vient d'être écrite. Je demandais est-ce qu'il y a des groupes de production dans les DROM
Et si oui, est-ce qu'ils sont comptés dans des filières internationales ou origine France? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ça portait sur la distribution. Je demandais dans quelle catégorie figurent les supermarchés bio. Est-ce que c'est compté dans magasins spécialisés bio et commerce équitable ou GMS? Voilà, c'était mes deux questions. Merci. Ouais. Alors, sur les Drômes, aujourd'hui, on a une organisation à La Réunion, donc qui est comptée dans la partie française. Voilà. Mais c'est très peu, en termes de production, en tout cas, c'est encore très peu développé dans les Drômes. C'est un territoire avec lequel on peut voilà, développer des choses. Tout à fait. Et sur les lieux de distribution, donc, je ne sais pas ce que tu appelles supermarché bio, en tout cas, toutes les anciennes spécialisées bio sont dans magasins bio et de commerce équitable, dans cette catégorie-là. Donc, dans les GMS, on a des grandes surfaces généralistes. Voilà. Ok. Ouais, bah, ma question c'était ça, les Naturalia, Ouais, les tout ça. trucs. Donc en Ouais, fait, tout à fait. on sépare Naturalia, Biocop et tout de Monoprix, Leclerc, et c'est ça. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. D'accord, Exactement. merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez eu tout ce que vous souhaitiez savoir? Après, il y a des commentaires positifs sur la Oui. présentation. Alors, Moi, j'ai éventuellement une question. Je l'ai mise dans le chat. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est oui, on sur t'entend bien. le volume massif de l'épicerie salée Nord. Mhm. C'est-à-dire que ça dépasse tout le café équitable en France. Donc, c'est un Ouais. fait absolument majeur. 435 millions. Est-ce que. On est d'accord que les cajous ne peuvent pas être là-dedans. Elles sont comptées en sud, les cajous. Alors, normalement, oui, tout à fait, oui. Donc, on parle de la pomme de terre française qui désormais, il y a plus de pommes de terre équitables françaises que de café équitable vendu en France, quoi. Alors, ce n'est pas que de la pomme de terre, hein, il y a aussi d'autres produits français, notamment des produits Quinoa, des petites d'apéritif, chips, quinoa, des choses comme ça. voilà, et puis des produits qui vont valoriser des pois chiches, des lentilles. Ah oui. Voilà, il y a quand même aussi, ce n'est pas que des chips. Ce sont pas Et que des c'est un fait chips. majeur, quoi. Ça veut dire qu'il y a une percée sur tout le Tout domaine à fait. Bah, il y a des marques, en fait. apéritif, etc. Et ça explique sans doute, pour Gérald, comme c'est du conventionnel, Bien sûr. il me semble que Bretz ne sont pas du tout en bio. T'imagines, 400 millions en conventionnel, ça fait bouger les chiffres et c'est pour ça que ça décroche, Gérald. Nous, on décroche un Bien peu en sûr. café, malheureusement, on a moins 4%, mais c'est pas ça qui explique la stagnation du bio relative, la stagnation relative du bio. Bah, c'est relatif, c'est-à-dire qu'encore une fois, la partie bioéquitable sur tous les segments augmente, mais c'est qu'il y a d'autres, effectivement, d'autres produits en partie nouveaux Mm. qui arrivent avec des chiffres importants. Donc, en proportion, du coup, ça diminue, quoi. Mais encore une fois, le segment bioéquitable est en croissance, quoi. Donc, il performe moins, il est à 11% de croissance, le global est à 23%, donc effectivement. Il performe moins que le commerce équitable sans bio, Voilà, mais il performe mieux que le bio sans commerce équitable. voilà. Il y avait Gérald, je pense que tu voulais prendre la parole. Ouais, je me dis que c'était plus facile de prendre la parole. Ouais, est-ce qu'on arrive à peu près à analyser qu'est-ce qui peut expliquer cette magnifique dynamique qui nous enthousiasme? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de distributeurs qui se sont dit finalement le commerce équitable c'est pas mal, ou est-ce que c'est le nombre de transformateurs, PME qui ont vraiment l'envie de s'engager en faveur du commerce équitable? Est-ce qu'on arrive un peu à comprendre un peu les dynamiques qui expliquent cette percée enfin, cette croissance du commerce équitable? Merci. Merci Gérald. Alors c'est multifactoriel hein, et c'est difficile de pouvoir pondérer ces différents facteurs. Très clairement, je pense qu'il y a un effet structuration hein, du commerce équitable, c'est la performance des labels et de leur action commerciale.
tous les labels, hein, puisque tous les labels sont en croissance, et donc qui interagissent avec le monde de l'agroalimentaire et les organisations de producteurs pour monter des filières, faire basculer des marques, faire basculer des gammes. Donc ce travail-là, qui est quand même un travail de longue haleine, il commence évidemment à porter ses fruits de manière assez significative. Le résultat de ça, c'est aussi que du coup, des entreprises, effectivement, ont moins peur du commerce équitable, où ils voient une opportunité, soit pour accéder à certains marchés comme la restauration collective, mais on s'est aperçu que finalement, ce n'était pas le segment le plus important en termes de croissance. On était assez surpris de ça. C'est quand même la GMS et les magasins spécialisés bio qui expliquent la majeure partie de la croissance. Mais donc très clairement, une attention de la part des entreprises un petit peu différente, probablement portée aussi par les chiffres de croissance de l'année dernière, hein, où on était à 24%. La séquence précédente, où le bio avait vu ses chiffres être en décroissance, le commerce équitable s'était maintenu. Donc ça fait quand même plusieurs années que même dans des contextes difficiles, il y a une résistance et une croissance du commerce équitable qui sont très clairement des facteurs de mise en confiance des entreprises. Ensuite, il y a aussi des sujets sécurisation des approvisionnements et puis sur le court terme, le moyen terme, le long terme, et une volonté des entreprises, pour certaines d'entre elles, de travailler les questions d'agroécologie, les questions sociales, et le commerce équitable est un cadre intéressant pour ça, qui est aussi un facteur explicatif. Après, du côté de la distribution, j'ai envie de dire, les trois principaux segments ont été porteurs. Alors, la GMS, il faudrait creuser. Qu'est-ce qui s'est passé avec la GMS pour qu'elle passe ce cap? Mais c'est effectivement probablement l'épicerie salée qui explique ça. Du côté de la distribution spécialisée, elle est repartie en croissance de manière assez significative l'année dernière, hein. Julie, la distribution bio, c'est plus 6 ou 7% l'année dernière, hein. Je regarderai. Il me semble, hein, dans les données publiées par l'agence bio. Donc, ça, c'est un relais de croissance aussi qui est important, même si clairement, le commerce équitable porte plus à la fois les produits bio, mais aussi la distribution bio, puisqu'elle est à plus 22% de croissance. Mais donc ça, c'est aussi un facteur positif. Et puis, Egalim, hein, on le voit bien sur les territoires. Dans les achats publics, on sent qu'il y a des choses qui bougent. Et pareil, hein, tous les labels nous ont envoyé des données qui montraient des signaux positifs de manière assez significative, j'ai envie de dire. Et donc, ce travail-là aussi sur la restauration collective publique commence à porter ses fruits. Donc, quand on a les trois principaux lieux de débouchés qui sont au vert, hein, ça donne effectivement des taux de croissance importants. Arnaud, hein? Oui, merci de me donner la parole. Merci beaucoup pour cette présentation qui est, comme toujours, très visuelle, très graphique et très bien préparée. Merci à vous. Mon intervention, elle porte sur deux sujets. Le premier, c'est effectivement peut-être en plus de la présentation, peut-être d'avoir des données un peu plus chiffrées et du coup plus précises qui permettraient d'analyser un peu plus justement les points sur lesquels il y a des évolutions. Ça avait été abordé par Blaise et Gérald. Parce que comme le commerce équitable au global augmente fortement, principalement tiré par finalement la GMS, qui est la plus grosse part du marché et avec la plus grosse progression, c'est intéressant et qu'on voit que même dans ce secteur-là, dans cette distribution de ce réseau-là, il y a effectivement des évolutions avec des choses qui baissent et puis des choses qui augmentent. Ce serait intéressant de pouvoir un peu creuser sur ces points-là et je ne sais pas si vous pouvez abonder avec des données agrégées là-dessus. En tout cas, moi, je trouve que ça m'intéresserait. Voilà, ma deuxième remarque, elle porte sur le développement du commerce équitable. Alors bien sûr que nous, en tant que label, tout le monde, en tant que label, et globalement, on se réjouit tous de la progression du commerce équitable parce que ça garantit quand même et ça favorise la juste rémunération des paysannes et paysans. Par rapport à la progression du bio, effectivement, le commerce équitable et bio progresse plus que le bio tout court. Néanmoins, j'y vois quand même un peu un bémol parce que, en tout cas, chez Biopartenaires, nous, le fait de travailler en commerce équitable, c'est effectivement pour la juste rémunération des paysannes et des paysans, mais c'est aussi le commerce équitable comme un outil pour favoriser la transition écologique et travailler au respect du vivant.
Et on voit qu'aujourd'hui, la tendance commerce équitable elle est encore peut-être un peu trop focalisée sur uniquement la juste rémunération tirée par la GMS, etc. Donc, j'en tire pas vraiment une conclusion, mais j'ai un peu ce bémol, justement, sur le fait que tous les atouts du commerce équitable ne sont pas forcément vus pour ces deux aspects. Aujourd'hui, le constat, c'est un peu que c'est principalement la juste rémunération qui va conduire au commerce équitable et pas forcément la transition écologique. Voilà, c'était ma remarque. Merci Arnaud. Alors, clairement, les données économiques qu'on présente ne permettent pas hein, de tirer des conclusions analytiques sur ce que tu viens d'évoquer. Ça demanderait des recherches complémentaires et je pense que ça doit faire partie de nos travaux. Hein, quand on n'est pas en bio, on est en quoi? Comment est-ce qu'on accompagne des trajectoires de progrès dans toutes les filières? J'ai envie de dire en particulier celles qui ne sont pas en bio, mais on voit qu'il se passe des choses aussi vraiment très intéressantes sur les filières bio en termes d'amélioration des performances environnementales, notamment dans les organisations de producteurs qui bénéficient de conditions de commerce équitables. Donc cette question-là, elle ne transparaît pas dans les chiffres. Donc il faut collectivement continuer à travailler cette question de l'accompagnement à la transition écologique et pouvoir peut-être apporter des preuves, hein, effectivement, au-delà des données de croissance. Après, j'ai envie de dire, on pourrait aussi dire la même chose pour les acteurs de la bio. Le marché de la bio, c'est à peu près 12 millions d'euros, 12 milliards, pardon, d'euros. Et donc, il y a aussi un enjeu très fort à ce que les filières bio deviennent équitables. Et on voit que quand elles font ce pari-là, aujourd'hui, en tout cas, les chiffres montrent que ça ne les pénalise pas puisque le secteur de la bio est tiré par l'équitable. Et nous, on voit des filières en particulier au sud. Quand le commerce équitable n'est pas adossé au bio, ces filières-là sont extrêmement fragiles. Avec les évolutions de la réglementation, il y a des déréférencements massifs. Et donc, le commerce équitable est très clairement un atout pour sécuriser et les approvisionnements et la certification des producteurs en bio. Et donc, je pense qu'il y a aussi un mouvement fort auprès des acteurs de la bio pour les encourager à ajouter le commerce équitable à leur stratégie. Peut-être répondre à quelques questions. Donc, on a notre collègue Suzade qui nous demande si la relative moindre performance de la partie bio sur la partie internationale pourrait être liée à l'augmentation des coûts de certification bio. Peut-être. Bon, je ne sais pas si c'est visible déjà dès 2025 parce que les sujets sont maintenant, on va dire. Donc, non, voilà, c'est visible, mois, on les voit sur les chiffres d'importation des produits au niveau de l'Union européenne. Les bases de données montrent qu'il y a vraiment une baisse des importations en bio, avec ou sans commerce équitable, mais surtout sans, parce qu'il y a un démarrage de décertification très importante. Donc ça, c'est une problématique, effectivement. Alors ensuite, il y a des questions sur des choses que nous n'avons pas dans cet observatoire, qui est un observatoire des ventes de commerce équitable. Donc, on n'a pas de chiffres sur la production véritablement, l'impact de conversion en commerce équitable, la mesure de satisfaction ne sont pas du tout des choses qu'on observe dans cet observatoire. On va vraiment collecter des éléments sur les données de vente, voilà, très principalement. Il y a des questions sur la RHD. Donc, effectivement, les 450 millions d'euros sont sur le périmètre toute la RHD. Donc, on a à la fois de la restauration collective, mais aussi de la restauration commerciale. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de différencier les deux. Voilà, on espère qu'avec les travaux sur l'outil public Ma Cantine, où aujourd'hui les collectivités, les restaurants collectifs peuvent maintenant déclarer le commerce équitable, on aura plus d'éléments dans les mois et les années à venir sur la partie du commerce équitable. Mais aujourd'hui, on a difficulté à distinguer, mais on pressent que la restauration collective est une part importante, on va dire. En tout cas, on sait qu'il y a des développements de filières pour ce segment-là qui se sont faits ces derniers temps et qui sont notamment source de la croissance sur ce segment-là. Donc, la restauration collective est sans doute une grande part. Mais on ne sait pas bien le quantifier aujourd'hui. Et donc, en fait, comment on récupère ces données? En fait, on récupère ces données principalement via les opérateurs qui eux-mêmes, et via les labels, en fait, qui vont déclarer leur lieu de vente. Et c'est sans doute le segment où c'est le plus difficile d'être précis, effectivement. Donc, voilà. Les labels collectent auprès de leurs entreprises licenciées
Oui, c'est ça. leurs données économiques avec leurs débouchés. Et nous, c'est le travail de compilation qui est effectué. Donc, c'est quand même auprès des entreprises qui vendent les produits de commerce équitable Tout à fait. qu'on collecte ces informations, hein, donc Ouais, au tout plus à fait. proche du terrain. Voilà. Bon, et les tendances sur 3-4 ans, c'est une bonne idée. On a plein d'idées pour aller plus loin sur ces données. Non, mais pour les membres de Commerce Équitable France, n'hésitez pas à nous dire en fait les données qui vous intéressent. On prend un peu plus de temps pour les creuser et pour vous présenter ce qui vous intéresse dans un atelier voilà, pour les membres, hein. Il n'y a pas de. Si notre outil nous permet de sortir ces datas, mais normalement, vous devez savoir, au moins pour les labels, ce qui est possible ou pas possible. Mais très intéressé pour approfondir. J'avais une petite question encore, si je peux me permettre. Est-ce Oui. qu'il existe des données comparables dans d'autres pays européens ou des pays avoisinants pour avoir une tendance au niveau de l'Europe? Oui, C'est souvent assez alors, intéressant. alors on a nos alter ego, les plateformes de commerce équitable dans les autres pays qui font plus ou moins ce travail. Donc, les meilleurs sont les Allemands et je les ai eus d'ailleurs hier au téléphone parce qu'ils étaient intéressés à avoir nos données parce qu'ils vont publier les leurs bientôt et donc ils cherchent à se positionner aussi. Donc, on aura les données en Allemagne en juillet. Et puis après, voilà, il y a parfois un peu des données en Espagne, en Italie. Donc, voilà, c'est un des projets aussi d'essayer de compiler un peu des éléments au niveau européen, mais on n'y est pas encore tout à fait. Donc j'ai pas de choses à vous donner encore, mais c'est des éléments qu'on pourra vous partager effectivement d'ici quelques semaines aussi. Ok, super. Globalement, on va dire que la France alors déjà, on est le seul pays où la dynamique des filières locales françaises est aussi présente, hein. Elle est absente ou faible dans la plupart des pays européens. Donc ça, c'est une caractéristique forte. Et après, en termes de panier par habitant, on va dire, on est à une position intermédiaire, un petit peu moindre que dans les pays du nord de l'Europe, mais bien plus que dans les pays du sud de l'Europe, on va dire. Ok, intéressant. Vous avez encore des interrogations, des... Ah oui, les Allemands, ils sont à 3,5 milliards juste sur les filières sud. Non, mais il est évident que la croissance des filières françaises de commerce équitable ne doit absolument pas nous faire oublier l'importance de faire progresser les filières sud. Tout à fait. Même si elles ont été en croissance de 20% cette année, c'est 20% avec quand même une partie de ces 20% qui sont un effet prix et pas un effet volume. Les besoins au sud sont de plus en plus importants, de plus en plus pressants, et on n'a absolument pas atteint notre plafond de verre. Donc, on doit vraiment collectivement se mobiliser sur ce sujet, hein. Est-ce que vous pensez que ce serait possible, a posteriori, de regarder les tendances justement par produit sans attendre l'année prochaine? Vous devez les avoir. Moi, je pense que ce serait un outil collectif vraiment utile. On voit bien, il y a des questions là-dessus. Comprendre pourquoi nous, on est plus à plus 9 hein, sur le sud Max Havelaar. Donc, si c'est plus 21, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir, est-ce que c'est, je ne sais pas quoi, l'acajou qui progresse? Est-ce que c'est, alors peut-être pas le café, mais bref, de mieux comprendre. Finalement, ça m'aide à comprendre ma croissance aussi. Oui, bien sûr. Donc, si jamais est vraiment OK pour y contribuer, si on est utile, je ne veux pas donner du travail aux autres, mais ça serait génial sur 23, 24, 25 d'avoir les tendances par catégorie de produits. Ok, Et mais ça, c'est sud des et choses qu'on peut faire pour nos adhérents. Ouais. Ouais. sud et nord, quoi. Merci beaucoup. Oui, pardon, je prends la parole. Je rejoins Blaise sur ce point-là parce que chez Biopartner, sur les filières internationales, nous on est à 50-50 entre filière France et filière internationale. Et on a une progression qui est quand même relativement forte sur les filières internationales. Donc, ce qui va un peu à l'encontre des chiffres qui sont dans cette grande vision très globale. Et cette augmentation sur l'international, elle n'est pas portée par le cours du cacao et ce genre de choses. C'est clairement une progression des volumes et un élargissement de l'offre produit par les opérateurs de filière, qu'ils soient transfo, porteurs de marque.
Donc, ça vaudrait le coup de creuser spécifiquement comme ça. Et c'est pour ça que dans les commentaires, je répondais à Gérald. Effectivement, je pense qu'il faut déjà regarder les chiffres bruts parce que comme il y a une progression quand même très forte du commerce équitable au global, sans distinction, enfin, sans toute la précision de origine France, origine internationale, etc., ça vaut vraiment le coup de creuser pour voir si c'est un recul relatif ou s'il y a une progression peut-être inférieure à la progression globale, mais on peut quand même voir une progression. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit avec les opérateurs issus des filières internationales, en tout cas. Donc, Ah non, mais ça, c'est sûr, ça, on vous a Ouais. présenté les chiffres bruts sont en progression. Oui. C'est vraiment le chiffre relatif qui, c'est la proportion qui est en baisse parce que relativement, les filières françaises sont plus en augmentation. Ou les filières bio, je ne sais plus quelle était la conversation, mais tous les segments sont en croissance en fait quand on regarde les chiffres bruts. Oui, mais quand on regardait ici la part du bio dans les Oui. filières internationales, on a un recul en pourcentage, mais du coup, c'est très relatif. Et Tout d'avoir à une fait. visu sur Oui. le chiffre, Oui. là, on voit si on progresse ou pas et d'affiner effectivement sur certaines catégories. Ça permettrait de savoir un peu plus ce qui se passe et ça peut être un outil pour les adhérents et une autre clé de lecture. Voilà ce que Ouais, je tout à voulais fait. souligner. Ouais. Ok. Bon, mais je pense qu'il faut qu'on se donne rendez-vous mi-juillet avec les adhérents pour creuser tout ça, pour vous donner ces informations complémentaires. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive à l'heure prévue. Trop forte. Merci, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Vous étiez nombreux et nombreuses. Et merci pour vos questions, parce que du coup, on sait ce qu'il faut chercher, ce qui vous intéresse. Et donc, on va produire ces datas pour vous les partager. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous, Merci bonne à vous journée. et bravo. Merci. Bon week-end, salut. Bon appétit. Merci à vous et bonne fin de semaine et bon week-end. Merci. Merci.